Now let's go. Henri-Laurent Jansat, bonjour, merci d'accepter ce congrès sur l'immunité. Dans un premier temps, je vais laisser te présenter et nous présenter ton parcours suite à la discussion qu'on va avoir. Aujourd'hui, tu vas être principalement là pour nous parler de l'impact environnemental et de l'habitat sur notre santé et donc notre immunité. Mais avant toute chose, je vais te laisser te présenter et peut-être nous définir directement quelques subtilités. On parle souvent d'environnement, de géobiologie, radiesthésie, et donc peut-être nous faire un petit élément de comparaison à ce sujet. Oui, bonjour Kevin, merci de m'accueillir au micro, hein, donc Covid oblige. Alors, qui suis-je? Je suis un homme, j'ai envie de dire, j'aime cette image du bâtiment au départ. Et mes 15 ans de terrain m'ont permis d'appréhender l'impact de l'environnement sur l'humain. Quand on travaille dehors, tous les jours, pendant 15 ans, on mesure un petit peu vraiment ce que ça peut apporter. Donc, si j'ajoute à ça une sensibilité personnelle assez forte, eh bien, ça fait ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un géobiologue. J'aurais pu faire plein d'autres choses parce que je suis un homme extrêmement curieux, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais voilà, ça fait partie de mes passions. En quoi la sensibilité ou la sensitivité est-elle un atout ou un frein aujourd'hui pour moi? Eh bien, elle est un atout parce que ça me permet de pratiquer la géobiologie, entre autres. Ça me donne une lecture supplémentaire. Hein. J'aime bien dire le plus difficile, c'est pas le ressenti, c'est le décodage. Et en quoi est-elle un frein? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des endroits où je ne supporte plus d'aller. Voilà. Donc, ça me demande un effort. Les grandes surfaces, quand ça brasse trop, quand il y a trop d'ondes, eh ben, c'est compliqué. Voilà. Alors, venir à l'école de naturo, je te rassure tout de suite, je me sens très bien. Bah oui, donc toi, tu as remarqué que dans le quotidien, il y avait des endroits où tu te sentais mal et du coup, tu t'es intéressé à cela. Comment tu as commencé à t'intéresser à ça? Parce que, bon, on se dit tous, bon, je suis bien, oh, j'ai un ressenti dans cet endroit-là, je suis pas bien, ou ah, on se sent bien chez toi, mais comment toi, t'en es venu à te dire, bah tiens, ça doit avoir un impact sur ma santé, tout ça? Comment t'as fait le lien? Comment t'en es arrivé là? Alors, l'impact sur la santé, j'avoue que ça a été très long. J'ai la chance d'avoir une bonne santé depuis que je suis tout gamin, d'être très rarement malade. Hein. J'aime bien dire, quand je vais chez le médecin 2 fois par an, c'est soit parce que je me suis trompé, soit parce que j'ai besoin d'un certificat. Euh, Comment je me suis rendu compte? Eh ben, j'ai eu beaucoup de mal à me rendre compte de tout ça. Et c'est vraiment les rencontres au cours de la vie qui font que, un jour, on prend cette révélation, j'ai envie de dire, de ce potentiel, de ce que certains appellent un don, alors que pour moi, tout le monde est capable de le faire. C'est comme goûter du vin, tout le monde est capable de le faire. Par contre, ça demande un apprentissage. Du coup, j'ai mangé ta question. Moi, c'est pas grave, hein. Alors, tu disais un petit peu comment tu en es arrivé à faire le lien entre ton environnement et ta santé? Donc, ma double question, ta santé, et puis vu qu'on est là pour parler d'immunité, donc si, même sur le système immunitaire, sur les maladies, et cetera. Alors, la géobiologie, j'ai compris le truc en 1996, en passant par une bibliothèque et en découvrant un livre qui traitait le sujet. Et puis ensuite, en apprenant, eh bien, j'ai effectivement fait des liens entre c'est quoi une bonne santé, comment on fait pour avoir une bonne santé, comment ça se fait que moi qui travaillais beaucoup à l'extérieur, j'étais moins souvent malade que certaines personnes qui travaillaient principalement à l'intérieur. Alors que pourtant j'ai été exposé au chaud, j'ai été exposé au froid, à la pluie, au vent, et j'étais moins souvent enrhumé. Donc, je me suis posé plein de questions pendant des années, mais sans vraiment chercher, sans vraiment, voilà, juste dans l'observation. Et puis, l'âge avançant, j'ai commencé à poser vraiment des questions à des professionnels. Et puis là, au fil du temps, donc, j'ai développé un petit peu mon propre schéma de bonne santé, je dirais, que je vous dévoilerai au fur et à mesure de cet entretien. Donc, tout d'abord, la géobiologie. Est-ce que je t'avais posé la question tout à l'heure, est-ce que tu pourrais nous donner une subtilité entre la géobiologie et radiesthésie, peut-être? Est-ce que tu connais les différences ou pas?
Alors effectivement, il y a une différence. Pour que tout le monde comprenne, hein, j'aime bien faire la métaphore avec le boulanger et le pâtissier. C'est-à-dire que tous les deux travaillent avec de la farine. Par contre, à partir d'un produit unique, ils font des choses qui sont complètement différentes. Eh bien, le géobiologue et le radiesthésiste, le produit commun, ce sont les pendules, les baguettes et autres antennes que nous utilisons au quotidien. Un radiesthésiste ne fait pas que chercher des énergies qui viennent de la Terre ou du cosmos. Il va aussi chercher des objets perdus, des animaux. Il va travailler sur la santé directement auprès des personnes, des choses comme ça. Le géobiologue utilise la radiesthésie, notamment les baguettes et les pendules, pour aller chercher un réseau tellurique, une faille, un passage d'eau souterrain, des choses comme ça. D'accord. Donc tout ça, bah, tu viens de les énumérer, ça va être l'une de mes questions. Quels sont les facteurs environnementaux qui peuvent, bah, nous déréguler, nous dérégler? Donc tu viens de le dire, mais est-ce que tu as des petites choses à nous rajouter? Donc il y a les courants d'eau, mais il y a plein d'autres choses. Ceux qui connaissent pas les réseaux, les nœuds Hartmann, et cetera? Oui, alors, pour essayer d'être succinct, le géobiologue a cette sensibilité particulière de... Alors, mesurer n'est pas le terme juste, parce qu'une mesure, c'est quelque chose qui est précis. Je dirais plutôt d'apprécier l'énergie d'un lieu. Et par habitude, il va être capable de dire si effectivement le lieu est plutôt bon ou neutre ou parfois mauvais, carrément. Comment ça se passe? Eh bien, avec un pendule ou avec des baguettes et parfois même à main nue, le géobiologue perçoit l'environnement. Si nous sommes dans un environnement négatif, eh bien le corps se fatigue. Si on est dans un bon environnement, eh bien, le corps il se recharge à l'image d'une batterie. Et quand le corps est bien chargé, eh bien, le système immunitaire il est tout simplement performant. Alors ça n'est pas l'unique cause d'une bonne santé, hein, mais ça fait partie des éléments qui pour moi sont importants. Ce qu'on va dire dans ce congrès, moi je le résume souvent en 4 points, alors je vais beaucoup me répéter, mais il y a les facteurs physiques, hein, la posture, comment on se tient, tout ça peut avoir un lien avec l'immunité, on l'a vu avec un ostéopathe. Mais il y a la chimie, donc l'alimentation et tout ce que l'on avale, ingère et ce dont on met sur la peau également. Il y a l'environnement, donc c'est là, c'est ce dont tu vas nous parler plus en détail. Et il y a l'émotionnel. Quand on règle ces 4 points-là, on s'est déjà bien positionné pour prendre soin de soi, en général, au quotidien, avec des choses simples à appliquer d'ailleurs. Donc toi, tu as ton grand rôle. Si l'environnement n'est pas bon, eh bien, c'est pas en mangeant que bien, en ayant une bonne posture et en étant sportif et en n'étant pas trop stressé que potentiellement tout est bien. Il faut aussi se préoccuper de son environnement et donc c'est ce que tu vas nous développer un peu plus. Évidemment, on peut le préciser tout de suite, quand on parle d'environnement, les gens font souvent le lien avec la maison, le lieu de vie, mais l'environnement extérieur aussi, au sens large, l'environnement de travail, le dehors, à l'intérieur, c'est tout cet environnement-là qui peut, sur le nombre d'heures dans lesquelles on passe notre temps, avoir un impact sur nous, du coup. Donc on peut, faire des choses chez soi, mais sur son lieu de travail aussi et en extérieur, tu es d'accord, hein? Et même dans la voiture, je dirais, hein? On peut faire des choses partout. Oui, oui, on peut faire des choses partout. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'être humain passe 80% de son temps à l'intérieur et 20% dehors. Alors pourquoi autant? Eh bien parce que si je suis pas dans ma maison, je suis peut-être dans mon bureau. Si je suis pas dans mon bureau, je suis peut-être dans un restaurant, dans un cinéma, dans un magasin. Bref, je suis rarement à l'extérieur. D'où souvent un déficit simplement en vitamine D. Et on sait très bien que la vitamine D, dans l'immunité, c'est un point extrêmement important. D'autres l'expliqueront mieux que moi. En tout cas, ça fait partie des choses auxquelles je suis sensible. Dès que je peux, je vais dehors. Et j'incite les gens chez qui je vais, dans la mesure où ils peuvent le faire, à se mettre dehors aussi. Ça ne veut pas forcément dire aller faire une grande balade dans les bois, hein. Ça peut être simplement se mettre au soleil sur son balcon aussi, suivant les possibilités qu'on a. Euh, L'environnement, il y a plein de choses à regarder. Le géobiologue, traditionnellement, c'est-à-dire y compris si on remonte jusqu'au temps des pharaons,
Il mesurait, donc il appréciait l'énergie d'un lieu, soit pour en faire un lieu de vie, parce que l'énergie y était particulièrement bonne, soit pour en faire un lieu, à l'image des pyramides, où il n'y a plus de vie. L'énergie est tellement négative que rien ne se développe. C'est pour donner un petit peu la mesure. Un peu plus proche de nous, les compagnons, j'ai eu la chance d'en fréquenter beaucoup quand j'étais dans le bâtiment, parce que je me suis formé à la fédération compagnonique. Les compagnons ont appris aussi à identifier un lieu hautement énergétique et ils savent construire au regard de cette énergie, un petit peu pour la capter, et puis du coup avoir un intérieur qui soit hautement énergétique. Euh, D'ailleurs, comment alors, en allant directement dans le concret, comment définir l'environnement favorable ou défavorable dans son quotidien? Parce que tu vois, tu as dit que bon, on parlera des formations qui existent après, et cetera. Mais même dans son quotidien, il y a peut-être des petits gestes simples, efficaces que monsieur tout le monde pourrait déjà essayer de détecter et appliquer chez soi. Mais comment, avant toute chose, détecter si on est dans un bon ou mauvais environnement? Il y en a, ils ressentent pas tout ça. En effet, il y en a qui ressentent pas ou peu, et puis surtout dans notre vie moderne où on court sans arrêt à gauche, à droite, on prend pas le temps de sentir. Donc pour moi, la première chose, c'est ralentir. Je prends le temps de respirer, je prends le temps de m'asseoir ou même debout et de me dire, bah tiens, est-ce que je me sens bien à cet endroit-là? Et si je me déplace ne serait-ce que de 50 centimètres, est-ce que je me sens mieux? Eh bien, c'est comme ça que petit à petit, on va placer la chaise de son bureau au bon endroit, le lit au bon endroit. On ne l'explique pas, mais on se sent mieux. Eh bien, écoutez votre corps. C'est la meilleure antenne au monde. Donc, s'il y a un endroit où vous avez l'impression de vous sentir mieux, allez-y, tout simplement. Je ne peux pas dire mieux. Et par contre, inversement, on a tous un lieu ou un endroit ou une pièce dans notre maison, dans notre appartement, où on ne va jamais, où on est de passage, on n'y reste pas. Ça, est-ce que ça peut vouloir dire que c'est des endroits où il y a des choses qui nous conviennent pas, par exemple, ou pas forcément? Alors, en effet, mais là, je mets deux lectures. Donc, il y a la lecture que j'appellerais sensitive, c'est-à-dire qu'effectivement, mon corps rejette l'endroit. Alors, est-ce que c'est vraiment mon corps ou est-ce que c'est mon mental? C'est-à-dire, si depuis tout enfant, par l'éducation que j'ai eue aussi, on m'a appris à avoir, entre guillemets, peur des pièces sombres, peur de la cave ou du grenier, j'aurais pas envie d'y aller, mais c'est pas forcément en lien avec l'énergie du lieu. Par contre, si j'ai pas peur et que je me sens pas bien, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre à décoder. Et là, effectivement, un géobiologue, un chaman, un magnétiseur, enfin, je dis un ou une, évidemment, peut être d'un précieux secours parce qu'il va permettre un petit peu de décoder l'énergie. Et puis, à travers la discussion, on va pouvoir mettre des choses en évidence qui font que la personne, elle va se sentir complètement normale dans son ressenti. Et ça me semble assez important. Et par rapport à ça, est-ce qu'on est tous égaux? Alors par rapport au ressenti, je réponds pour toi, non, c'est sûr que non, mais il y a des zones, un géobiologue par exemple, il peut arriver dans une pièce et dire: «Oh là là, mais c'est invivable ici, vous êtes bien dans cette pièce?» et que la personne réponde: «Oh bah oui, moi je suis bien, ou je sais pas, ça me fatigue pas, rien». Alors que d'autres plus sensibles vont dire: «Oh là là, je suis pas bien». Est-ce qu'on est tous, égaux face aux pollutions environnementales? C'est pas face aux ressentis, mais face aux pollutions environnementales. Est-ce qu'il y en a, ils sont peut-être canals, ça passe, puis bon, ça leur fait rien, ou quand même ceux qui ne ressentent pas, ça va les impacter, dans le temps au niveau de leur santé? Alors, je pense que ça impacte malgré tout. Après, effectivement, il y a des gens qui ne ressentent pas plus que ça. Euh, je cherchais un exemple, mais ça ne vient pas. On n'est pas égaux. On n'est pas égaux. C'est comme quand il faut supporter la température d'une pièce. On le voit bien. À 19 degrés, il y a des gens qui se trouvent très très bien et qui disent ouais, il fait chaud chez toi. Et puis il y en a d'autres qui vont se trouver plutôt pas bien et puis qui disent ouais, j'ai un peu froid, tu peux monter le chauffage.
On n'est pas égaux face à la perception de notre environnement. Et, et comment savoir justement si son environnement nous est adapté, est bon pour moi? Comment on peut le savoir du coup? Le petit repère, enfin, je vais même en donner deux, tiens, pour une fois. Mais le premier repère, c'est est-ce que je dors bien chez moi? Si chez moi je dors mal et que je dors bien partout ailleurs, ça pour moi c'est vraiment effectivement un repère qui permet de dire il y a quelque chose qui ne va pas chez moi et ça mériterait un petit peu une enquête si j'ose dire. Le deuxième repère, on a tous des sensibilités différentes et c'est d'utiliser cette sensibilité-là justement, même si je dors pas bien ou bien chez moi, pour essayer de développer, pour essayer de ressentir et dans l'accueil de ce que mon corps me propose, parce que je peux m'entraîner, etc., mais il faut d'abord que j'accepte ce que je ressens, et bien, c'est de prendre le temps de le développer simplement. Et toi qui es spécialisé aussi là-dedans, on parle souvent d'observer les animaux. On dit: «Ah tiens, alors le chat quand il se met là, c'est pas bon, quand c'est le chien, c'est bon». Enfin, on entend tout, n'importe quoi parfois. Est-ce que toi, tu as des critères, des infos à nous donner par rapport à cela? Pour ceux qui ont des animaux chez eux, est-ce que c'est un bon indicateur, ou non? Alors, effectivement, en général, les animaux, c'est plutôt des bons indicateurs. Les chats apprécient les zones dites négatives. Les chiens fuient ces zones-là. D'ailleurs, une niche mal placée, ben, le chien n'y va pas, tout simplement. Alors que des fois, on va déplacer la niche du chien d'1 mètre et il va retourner dans sa niche tranquillement. Si vous avez des lapins chez vous, c'est assez commun aujourd'hui, effectivement, on peut observer. Et puis, pour les éleveurs, eh bien, là, on observe aussi beaucoup, beaucoup de bétail. J'aime beaucoup ça parce que j'ai envie de dire, la vache, je peux lui parler, je peux lui dire ça va aller mieux, je peux lui dire t'inquiète pas, elle comprend pas forcément ce que je dis. Elle va mesurer peut-être une intonation de voix qui va la déstresser, elle va peut-être mesurer mon agitation corporelle qui fait que effectivement je peux me balader dans un troupeau sans les effrayer. Il n'empêche que l'impact psychologique de la visite d'un géobiologue sur un lieu d'élevage, il n'a pas du tout le même que l'impact psychologique de la visite d'un géobiologue dans une maison d'habitation. Pour dire à quel point ça peut effectivement avoir un gros impact, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans une ferme assez importante, hein, puisqu'il y a il y a plus de 100 bêtes dans la ferme. Et il y avait un taux de mortalité au niveau des veaux qui avoisinait les 70%. Donc un truc de dingue. Eh bien, après ma deuxième intervention, puisque la première a été d'identifier la problématique et la deuxième de corriger, eh bien, on est passé de près de 70% de mortalité à moins de 10. Donc, c'est quand même vraiment incroyable ce qu'on peut faire. Et pour finir avec la petite parenthèse sur les animaux, on entend aussi, bah, je reviens sur le chat, dire qu'on entend qu'il vient sur les zones plutôt dites négatives, comme tu le dis. C'est pour ça que des fois, ils aiment bien venir se poser sur nos tablettes, nos ordis, voilà, on est en plein train de travailler. Mais on dit aussi des fois qu'ils seraient dépolluants. C'est comme s'ils venaient dépolluer une zone. Après, c'est-à-dire qu'elle redeviendrait saine. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça? Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Moi, j'aime bien comparer le chat à une éponge, en fait. Il nettoie, ensuite, il va s'essorer un peu plus loin, et puis il revient tout propre, prêt à renettoyer. J'aime bien cette image-là. Après, je ne voudrais pas rentrer dans des affirmations pour lesquelles je m'interroge encore, en fait. D'accord. Oui, tu l'as jamais quantifié avant et après la zone, après le passage d'un chat. Mais ça pourrait peut-être être intéressant comme expérience, du coup, peut-être. Ça peut être intéressant, mais il faudrait encore que je puisse observer une ou plusieurs personnes avec des chats, puis effectivement essayer de mesurer de façon systématique comment est la personne avant la venue du chat, comment est-ce qu'elle est juste après le départ du chat. Voilà, c'est un petit peu complexe à mettre en œuvre. Oui, c'est vrai. Donc je change de sujet complètement. Oui, Parfois,
le plus simple ne serait est-ce que ce serait pas de faire appel à un géobiologue ou de s'intéresser à la géobiologie quand on déménage? C'est peut-être l'un des moments aussi pour bien redisposer les choses dans son nouvel habitat. C'est peut-être des fois plus facile que de changer ses petites habitudes dans sa maison dans laquelle on est là depuis 20 ans, puis on est bien dans notre bazar parfois. Est-ce que c'est opportun de faire appel surtout à un géobiologue dans ces moments-là, quand on n'ose pas? Heu, Là, c'est quand même intéressant, je pense. Ou pour construire une maison et cetera aussi, on dit, hein. Alors oui, c'est intéressant, c'est même très intéressant. C'est pas moi qui vais dire le contraire. Et je trouve qu'il est dommage qu'on n'anticipe pas un déménagement euh, d'une façon très générale par la visite d'un géobiologue. Il y a des régions dans le monde où ça se fait. Euh, j'ai même entendu dire qu'il y a certaines, c'est pas des départements en Suisse, c'est certains Cantons, oui, cantons, merci. Il y a certains cantons où la visite d'un géobiologue reconnu quand même, hein, est carrément remboursée par la sécurité sociale parce qu'ils estiment qu'on investit dans la bonne santé. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa. En France, le métier n'est pas reconnu. Alors est-ce qu'il le sera un jour? Je l'espère. Alors qu'en Belgique, au Québec, en Suisse et dans d'autres pays, le métier est reconnu. Je pense qu'il faut vraiment prendre en considération plusieurs aspects. Je me suis beaucoup inspiré de la géobiologie québécoise et j'ai donc divisé l'activité de géobiologie en trois segments bien distincts. Le premier segment, c'est ce que j'appelle la géobiologie traditionnelle, où je vais effectivement chercher ce que j'évoquais au tout début de notre entretien, à savoir des passages d'eau, des failles et les fameux réseaux telluriques, c'est-à-dire les endroits où l'énergie terrestre remonte de façon forte. Alors, pour expliquer en deux mots, il faut imaginer une mer avec des vagues, et en fait l'énergie elle remonte un petit peu comme les vagues, c'est-à-dire qu'il y a des creux et des bosses. Et quand on est juste sur la pointe de la bosse, et bien là on est sur une énergie très forte. Et quand on est dans le creux de la vague, c'est plus faible. Et on arrive même à avoir des vagues dans deux sens, hein, c'est-à-dire du nord vers le sud et de l'est vers l'ouest, par exemple, et ça crée des croisements. Et quand on est sur un croisement, eh bien, ça peut être très négatif. C'est-à-dire que la puissance électromagnétique naturelle, je précise, dégagée à cet endroit-là, n'est pas forcément favorable à la bonne santé. Et ça, c'est vraiment par l'habitude qu'on arrive à effectivement à apprécier si ça l'est ou ça ne l'est pas. Donc ça, c'est pour la part géobiologie traditionnelle. Et quand en plus on vient cumuler donc ces rayonnements électromagnétiques naturels avec une faille, et puis si on rajoute encore un cours d'eau qui passerait juste en dessous, là ça commence à devenir un peu sérieux en termes de comment je vais faire pour gérer ça. Ouais. On a un deuxième aspect que j'ai dénommé géobiologie technologique, tout simplement. Donc on va également parler de champs électromagnétiques, mais cette fois, ce sont des champs électromagnétiques artificiels, c'est-à-dire qu'ils sont créés par l'homme, par des machines. Donc, on a toute la gamme des basses fréquences, c'est tout ce qui va toucher à l'électricité domestique, depuis nos transformateurs de téléphone à 5 volts jusqu'à la ligne à 400 millivolts, sans distinction, et ça crée des rayonnements. Et ça, je peux très facilement en faire la démonstration parce que j'ai vraiment du matériel performant. Et du coup, quand les gens testent, ben, je peux vous dire qu'ils sont plus que surpris. On a également des champs électromagnétiques dits de haute fréquence. Et ça concerne tous les appareils qui vont communiquer entre eux sans fil. Donc, ça va de la télécommande de ma télévision à mon téléphone portable, en passant par des radars, les antennes relais, bien entendu, la 2G, la 3G, la 4G et la 5G qui est en train de démarrer tout doucement. Et ça, pareil, il faut du matériel performant pour le mesurer. J'ai commencé avec du matériel, pour ainsi dire, premier prix. J'avais des résultats plus qu'aléatoires. Je me suis donc formé une première fois en 2013 à Paris. Et là, j'ai changé ma gamme d'appareils. J'avais des résultats meilleurs, mais c'était pas convaincant. Donc, je me suis reformé une deuxième fois en 2017. Et là, cette fois, oui, j'ai fait un gros chèque, hein, puisque j'ai acheté la mallette que tu connais, Kevin, qui me permet d'avoir des lectures précises
Et du coup, quand je fais un diagnostic chez des personnes qui sont électrosensibles, ben, au moins je peux apporter une réponse qui soit précise, parce que les appareils sont précis. Du coup, tu Et parlais. enfin, on a toujours dans l'inspiration québécoise un troisième niveau de lecture en géobiologie, c'est la géobiologie dite subtile ou spirituelle, où effectivement, alors là, j'ai envie de dire, c'est un petit peu, allez, je vais être dans la dérision, c'est tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, je rentre dans un lieu, c'est pas la couleur, c'est pas l'odeur, c'est pas la température, c'est pas le mobilier. Il n'y a aucun élément physique observable qui me gêne, et pourtant, je ne me sens pas bien. Ben là, on commence à rentrer dans le subtil, et il y a souvent confusion entre subtil et psychologique. Donc là, j'ai une autre casquette qui me permet d'avoir une bonne approche. Hein. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui ne va pas, est-ce qu'il y a eu des événements particuliers dans la maison qui fait qu'on parle de mémoire des lieux, mémoire des murs, la personne ne se sent pas bien. Donc, quand on a fait le tour de ces trois géologies-là, eh bien, une journée entière pour une maison, c'est un peu limite même. Il faudrait quasiment y passer 2 jours. D'accord. Et bah, là, tu as parlé de plein de choses, donc je vais reprendre certains points. Mais par exemple, là, le travail d'une maison fait par un géobiologue, combien ça coûte? Par exemple, ça, c'est une question que tous se posent. J'aimerais faire analyser ma maison parce que bon, je sens que il y a des choses améliorables, il y a des zones où je me sens mal, pas bien, où je déménage ou quoi. Pour faire analyser, il y a un ordre. Alors tu vas me dire que ça dépend du nombre de pièces, du nombre de mètres carrés, de plein de choses, mais un ordre d'idée, par exemple. Alors, en termes de tarifs, euh, j'ai plusieurs propositions tarifaires. Hein. La première commence à une centaine d'euros et puis on peut monter jusqu'à plus de 500 euros. Ça dépend évidemment de la taille de la maison. Ça dépend de ce qu'on va me demander de chercher. On trouve de tout en termes de tarifs géobiologues. Il y en a même qui interviennent gratuitement et qui font payer, soi-disant, que les frais de déplacement. Bon, après, il faut voir combien ils élèvent les frais de déplacement. Je pense que malheureusement, comme il n'y a aucune convention, eh bien, c'est compliqué de trouver un tarif. D'accord. Mais entre 200 et 500 euros, c'est une moyenne, si on peut donner une idée? Non? Euh, je pense que c'est une moyenne, oui, parce qu'il y en a qui facturent au nombre de pièces, il y en a qui facturent au temps passé, Mhm. il y en a qui vont facturer, pardonnez-moi, à la tête du client. Voilà. Donc, pour ce qui concerne mes tarifs sont affichés sur mon site, donc il n'y a pas de, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'embrouille possible. Quand je fais un logement qui fait 50, 60 mètres carrés, eh bien, très souvent, je vais faire une réduction de tarif, mais c'est pas impératif. Pourquoi? Parce que des fois, c'est plus compliqué de faire un appartement qui est coincé au milieu des étages et entre plusieurs autres appartements en termes de mesure, une maison isolée qui fait 150 mètres carrés. Et du coup, parfois, le temps d'intervention est très très long. Donc, je fais pas un calcul, mais une appréciation qui va être basée sur un temps donné, c'est-à-dire qu'une géobio complète, en général, je compte une journée. Et puis, si j'y ai passé qu'une matinée, ben là, oui, effectivement, je vais faire une réduction de tarif. Ça me semble évident et normal. Mais le tarif ne doit pas être le premier critère d'appréciation. Justement, Comme quand on achète une voiture. bah, comment bien choisir son géobiologue justement? Est-ce que c'est par rapport à ses formations? Est-ce qu'il y a différents types de formations? Est-ce que c'est comme, parfois l'on voit, on peut se former en un mois, puis d'autres en un an? Est-ce que c'est divergent? Est-ce que c'est tout le monde a enfin, tous les géobiologues ont la même méthode de travail, la même qualité? Non, c'est comme les cuisiniers. Ouais. J'ai vu des formations professionnelles pour géobiologue à 60 euros. Je te dis pas comment ça me fait sourire, quoi. Moi, ça fait depuis 1996 que je m'intéresse à la question. Ça fait depuis 2005 que je me forme, entre guillemets, sérieusement.
J'en suis à ma 7e formation. Et je rencontre des gens qui ont des formations différentes, qui ont des courants de pensée différents, qui ont des techniques de travail différentes, et j'essaye de m'inspirer de ces personnes-là pour développer ma propre sensibilité. Puisque je dois décoder ce que mon corps m'envoie comme information, eh bien, je vais utiliser la finesse de perception de mon enseignant ou même de mes pairs, PIS, pour effectivement être toujours meilleur. Mais c'est extrêmement compliqué d'être géobiologue en 6 mois. Oui, c'est ça. Tu as une recommandation ou un avis ou une école à conseiller pour ceux que ça intéresserait ou pas forcément, tu n'es pas obligé de te mouiller, hein? Il y a certaines écoles que je déconseillerais, donc je vais bien me garder de le dire ici. Je pense qu'il faut avant tout avoir une affinité personnelle avec l'enseignant. Il faut sentir un petit peu son énergie et si je sens que c'est juste avec moi, je peux y aller. Ça, pour moi, c'est important. Qu'est-ce que je ferais comme conseil? Qu'est-ce que je ferais comme conseil? Prenez votre temps. Voilà. Ça, c'est vraiment la clé de la réussite. Géobiologie, ça veut dire finesse de perception. Eh bien, je compare ça parfois au sport de haut niveau, c'est-à-dire que pour gagner les derniers centièmes de seconde sur une course à pied, eh ben, c'est pas en 6 mois que je deviens bon, hein. C'est en plusieurs années. Or, quand j'arrive à une certaine qualité de course à pied, eh bien, je ne m'entraîne plus qu'avec les meilleurs. Pourquoi? Ben parce que les autres, je suis obligé de les attendre. Ça ne veut pas dire que c'est désagréable, hein, c'est que tu peux. Mais voilà, j'ai besoin de me confronter, de me comparer, d'être encouragé par des gens qui ont atteint une certaine qualité de travail. Et aujourd'hui, moi, c'est ça que je recommande. Alors, pour démarrer, bah, si c'est quelqu'un qui est, entre guillemets, bon, mais pas très bon, c'est déjà bien. Voilà, juste faire attention à ceux qui vont vous vendre des formations très rapide, parce que alors ça, j'y crois pas. Votre corps, il a besoin de temps pour se transformer. Vous avez besoin de temps pour développer vos performances, hein. Pour un sportif, c'est des performances musculaires, mais pas que, parce que le mental est extrêmement important. Pour quelqu'un qui est dans la sensibilité, eh bien, tous ces capteurs que nous avons dans le corps, pour apprendre à bien ressentir ce qu'il nous donne comme information et bien décoder ces informations-là, il faut du temps. Mmh. Merci. Et du coup, bah, pareil, hein, j'enchaîne avec mes petites questions. Tout à l'heure, tu parlais de fréquences, alors de haute fréquence, de basse fréquence. Donc il y en a partout dans la maison, notamment. Du coup, quelles sont les différences? Est-ce qu'il y en a des plus mauvaises que d'autres? Et surtout, on va commencer peut-être à parler de comment se protéger de tout cela ou quels est les petits tuyaux que tu peux nous donner dans le quotidien pour limiter ces fréquences qui peuvent nous impacter? Alors, les basses fréquences, c'est tout ce qui va concerner les appareils qui ont un fil. Alors, ça, c'est un petit repère visuel facile. Donc, une rallonge, basse fréquence. Un chargeur, basse fréquence. Un frigo, une plaque électrique, une ampoule, c'est de la basse fréquence. Tout ce qui n'a pas de fil, c'est de la haute fréquence. Et on a certains appareils qui vont cumuler les deux. Par exemple, je prends mon téléphone portable, c'est de la haute fréquence. Si j'utilise mon téléphone portable alors qu'il est branché sur le chargeur, eh bien là, j'ai le double gagnant, basse fréquence et haute fréquence. Lequel des deux est le plus mauvais? Il n'y a pas de réponse. Parce qu'il y a plusieurs points à prendre. Or, quel est le niveau d'exposition? Est-ce que c'est faible ou est-ce que c'est... Alors, est-ce que je suis couché dessus parce que j'ai les multiprises et les chargeurs juste sous le lit, sous mon oreiller, ou est-ce que je suis à 1 mètre ou même 2 mètres? Parce que ça change complètement. Les hautes fréquences, c'est pareil. Quelle est la distance de mon corps, et notamment de ma tête, par rapport à l'émetteur? Je vois parfois des gens qui ont chez eux un téléphone sans fil, qu'on appelle la DECT, posé sur sa base, sur la table de nuit. Ben là, vous avez le double effet qui se coule, hein, c'est-à-dire il est sur une base, donc ça veut dire qu'il y a un chargeur, donc il rayonne,
Et certains DECT ne sont pas éco-DECT, donc même quand ils sont hors fonction, qu'ils sont sur la base, ça rayonne plein pot. Et ben Ça là, vous êtes s'enlève. dans un four micro-ondes. On peut l'enlever, ça d'ailleurs, sur le paramétrage du téléphone, je crois, hein. Alors si c'est un éco-DECT, oui, on peut l'enlever. Donc, Donc, je m'évite. faut que tout le monde regarde chez soi si c'est un écho ou non. Et c'est un petit, Oui, faut aller dans les réglages et puis ça se trouve facilement, hein. ça se retrouve facilement, mais le plus facile, c'est de regarder si vous l'avez encore sur l'emballage. Et dans ce cas, il y a une petite maison verte qui est dessinée et c'est écrit ECO, ECO, DECT. Voilà. Et donc là, vu que tu parles d'appareillage, on peut peut-être se donner des exemples. Je vais te laisser nous naviguer sur deux, trois exemples de la maison, mais tu peux peut-être nous parler, bah, on parle beaucoup du Linky, on parle de la box la nuit, s'il faut la débrancher ou pas, la 5G, est-ce que tu peux, je sais pas, même le micro-ondes, si tu as envie, des petites choses du quotidien, quand même, on en parle beaucoup de ça. Alors, le micro-ondes, c'est très simple, j'en ai pas. C'est un vrai choix. Je loue effectivement l'appareil. C'est une découverte extraordinaire. C'est génial pour dépanner. Euh, mais voilà, chauffer le lait de mon enfant tous les jours au micro-ondes, c'est intoxiquer mon enfant. Donc, pour moi, c'est un appareil à bannir. Le téléphone portable, c'est du micro-ondes. Mais je ne peux pas bannir cet appareil-là, j'en ai un, sauf que je ne l'ai pas sur moi. Là, pour attraper mon téléphone portable, il faut que j'aille sous mon écran là-bas, c'est-à-dire quasiment à 1m20, 1m30, pour attraper mon téléphone. Je ne le garde pas à côté de mon visage ou de mon corps. Même quand je téléphone, je mets en haut-parleur et puis il est très très rare que je l'ai à l'oreille. Tout ce qui est appareil électrique par rapport à mes lieux de repos, c'est-à-dire mon canapé quand je vais faire de la lecture, mon lit si je vais me coucher, eh bien les appareils électriques sont éloignés. Si en tendant le bras, je ne peux pas toucher aucun appareil, eh bien je sais que par rapport aux basses fréquences, c'est pas mal. Je suis assez loin. Ce que je constate depuis des années que je fais du diagnostic, dans 80% des cas, et j'insiste, 80 c'est énorme, la majorité de la pollution ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas des antennes relais et autres choses, elle vient de l'intérieur. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas avertis, parce qu'ils ne se méfient pas, parce que ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, ça n'a pas d'odeur, c'est invisible. Hein, c'est comme le monoxyde de carbone, c'est invisible. Donc il faut du bon sens. Comment se protéger des champs électriques basse fréquence? Ben, à la limite, installer une petite rallonge avec un interrupteur et quand les appareils sont inutilisés, eh ben, on coupe le jus. Et du coup, le rayonnement s'arrête. Pour tout ce qui est en haute fréquence, j'éloigne. Le Wi-Fi, la nuit, je n'en ai pas besoin. Alors déjà le jour, si je peux me connecter en filaire, ben, c'est beaucoup mieux. Hein. En plus, je fais x10 sur le débit. Mais surtout la nuit, eh ben, autant je vais éteindre la lumière des pièces quand je les quitte le soir, autant je peux aussi éteindre le Wi-Fi. C'est juste appuyer sur un petit bouton pendant 2 secondes. Je pense que tout le monde est capable de le faire. C'est juste de la discipline. Et du coup, au moins pendant mon repos, je ne suis pas exposé. La 4G, 5G, ça fonctionne comme le Wi-Fi? Pardon? La 4G, 5G, ça fonctionne comme le Wi-Fi? Oui, sauf que je n'ai pas l'émetteur dans mon salon. Oui. Et il est beaucoup plus loin l'émetteur. Après, on est sur des bandes de fréquences un petit peu différentes. Alors, on ne va pas rentrer dans ces considérations extrêmement techniques ici. Juste te donner 2 chiffres. Un four micro-ondes, c'est 2,4 GHz. La fréquence du Wi-Fi, enfin la première génération, c'était 2,45, ou c'est peut-être le contraire. Je ne sais plus, je les confonds un peu les deux, mais voilà. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une box Wi-Fi, c'est un four micro-ondes, sauf qu'il n'y a pas de porte. Mhm. Évidemment, beaucoup moins puissant, mais c'est H24 si je n'y prête pas gaffe. Et là, on parle d'outils, mais est-ce que toi, tu as déjà étudié aussi que euh, le mobilier a un rayonnement, si je puis dire? Tu sais, quand on dit on achète des produits avec des peintures nocives, est-ce que ça a un rayonnement électromagnétique ou non? Juste un rayonnement chimique, si je puis dire. C'est mal dit, mais
Un mobilier peut avoir effectivement un rayonnement chimique. Ça va se mesurer avec des petits appareils qui permettent de mesurer la qualité de l'air et on va effectivement identifier les COV. Alors ça, je suis équipé aussi pour le faire et ça peut être intéressant. Mais c'est vrai que je le fais de façon, je le fais à la marge, on va dire. Concernant le champ électromagnétique, si j'ai un lit avec une structure en métal et que j'ai une rallonge qui passe à proximité, eh bien le métal va capter un petit peu ce champ électromagnétique, il va le rediffuser dans tout mon lit. Là, quand je parle de métal et de champ électrique ou électromagnétique, évidemment, ça parle à tout le monde. Là où on se méfie moins, c'est avec un lit en bois. Pourquoi est-ce que le bois conduit les champs électromagnétiques? Et ça, j'en fais la démonstration chaque fois que je fais un diagnostic ou un salon. Eh bien, tout simplement parce qu'autrefois, le bois, quand il était encore sous forme d'arbre, il y a de la sève qui circulait à l'intérieur. Eh bien, les canaux de l'arbre dans lesquels la sève circule, une fois qu'il a été coupé, cet arbre, débité en planches, les canaux existent toujours. Et l'humidité relative qu'on a dans l'air, qui est à peu près de 14%, il y a ces 14% d'eau qui sont présentes dans le bois vont conduire des champs électriques. Donc les personnes qui vivent dans des chalets, par exemple, elles ont vraiment un très grand intérêt à blinder leur installation électrique pour capter ces champs électriques. Ça impose d'avoir une bonne qualité de prise de terre d'ailleurs et de s'épargner cette pollution-là. Donc oui, le mobilier peut avoir une incidence. Et dans les petits outils du quotidien qui peuvent nous intéresser, il y en a tellement. Hein. Si les gens pouvaient te poser des questions, ils te poseraient des questions sur tous les appareils qu'ils ont chez eux, mais peut-être quand même nous faire un petit topo sur le Linky. Parce qu'on entend, il y aurait des calculateurs qui font que ça rayonne à plus de 2 mètres dans tous nos fils électriques. Enfin, quel est ton avis là-dessus? Ou est-ce que tu as déjà quantifié des choses? Est-ce que c'est pire qu'avant quand on avait les autres compteurs? C'est pareil? Est-ce qu'on peut s'en protéger? Enfin, Alors, j'ai fait une vidéo là-dessus hein, qu'on peut retrouver sur YouTube. J'ai un discours qui est plus modéré que certains. Alors évidemment, ça crée du débat, de l'opposition, etc. J'ai la chance d'avoir du matériel qui permet de mesurer le rayonnement exclusif du Linky, puisque je peux filtrer les fréquences avec mon appareil. Entre l'ancien compteur que j'avais dans mon logement précédent et le Linky après mise en service, je précise, j'avais mesuré un écart de 1,5% à peu près. Il me semble que c'était 1,7 de mémoire. Qu'est-ce qui a généré, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? Eh bien, la première génération de Linky remonte aux années 2000. Ça a été développé en France, dans la région de Toulouse, sous l'appellation Smart Grid. Et ce Linky était équipé d'un module haute fréquence, c'est-à-dire, pour grosso modo, comme un Wi-Fi. Et ça, les associations, ils sont montés au créneau à cause de ça et ils ont eu raison de le faire. Or, les générations de Linky qui sont installées chez nous aujourd'hui, que ce soit la deuxième ou la troisième, il n'y a pas ce module haute fréquence à l'intérieur. J'en fais la démonstration en formation, puisque j'ai eu la chance de démonter des compteurs Linky. Quand j'étais formateur à l'AFPA, j'en ai eu dans les mains avec le formateur déposeur qui m'a tout expliqué, qui m'a fait la démonstration. Il y a un emplacement prévu pour rajouter ce module haute fréquence, mais pour l'instant, il n'y est pas. Donc, c'est pour ça que la pollution, au jour d'aujourd'hui, elle reste modérée. d'accord. Elle n'est pas mieux, elle n'est pas pire pour toi. Alors, Elle n'est pas mieux, pas pire. c'est un petit plus c'est une petite pollution supplémentaire. Hein, donc, non, c'est pas mieux, c'est sûr. Mais entre avoir un Linky et un téléphone portable dans sa maison, je préfère avoir un Linky. D'accord. En termes de pollution, c'est ridicule à côté d'un téléphone portable. J'ai un ami très à l'aise avec les chiffres, qui est ingénieur qui travaille dans les radars, donc il connaît bien le sujet. Il s'était amusé à calculer, donc, et il a estimé que pour avoir la pollution d'un téléphone portable, il faudrait 600 compteurs Linky dans la maison. Ah oui, d'accord.
Ah oui, donc on n'est pas dans le même monde alors, du coup. On n'est pas dans le même monde. Non, non, non. Le niveau de pollution existe, il est mesurable, ça c'est indéniable. Par contre, il reste très faible. Après, si ta maison, au bout du jardin, il y a un transformateur avec une antenne, parce que c'est là que se retrouve le concentrateur Linky, c'est un autre sujet. Mais le compteur lui-même dans la maison, pour moi, non. C'est pas là que je mettrais l'accent. Alors si je fais un premier bilan de ce que tu nous as dit jusqu'à maintenant, parce que c'est assez riche, hein, pour ceux qui connaissaient pas et qui découvrent aujourd'hui, donc Mmh. on peut quand même s'amuser à comparer la ville et la campagne. Donc dans ce que tu m'as dit, moi si j'ai bien compris, il vaut mieux habiter en ville dans un appartement où on a limite ces pollutions, hautes et basses fréquences, plutôt qu'en campagne avec des trucs de branchés de partout. Sinon la meilleure solution, c'est peut-être aussi de vivre dans une grotte, je sais pas ce que tu en penses? À la grotte, il fait froid, il fait humide, d'accord? Donc, est-ce que cet environnement-là est plus favorable à la vie qu'un appartement chauffé avec une exposition modérée aux ondes? Bah, tu vois, tu avais un truc de branché là, c'est un mauvais exemple, hein. Oui, ça marche sur pile, ça rayonne pas. Ah bon, bah, ça va. Oui donc Non, là, moi je pense que ce qui est raisonnable, c'est simplement s'informer déjà et voir quels sont les appareils chez moi qui polluent. Il suffit de regarder. Si c'est en route et que c'est inutile, je le débranche ou alors je le mets sur une multiprise avec un petit bouton parce que la prise est difficilement accessible. Mais voilà, c'est du bon sens. Si j'en ai pas besoin, je l'éteins. et donc, est-ce que pour toi, tout le monde pourrait s'acheter un petit appareil? Alors évidemment, quand on doit faire un grand bilan, un grand diagnostic par un géobiologue, eh ben, c'est le top. Mais est-ce qu'en s'achetant un petit appareil, parce que je sais que tu en as toi, qui mesure les pollutions électriques, électromagnétiques, entre autres, est-ce qu'on peut déjà se faire un auto petit diagnostic, même s'il sera pas aussi abouti qu'un professionnel? Est-ce que tu le conseillerais quand même ou pas? Pour ceux qui voudraient commencer à prendre conscience de tout ça? Oui, on commence à trouver des petits appareils grand public à partir de 200 euros. Il y a des choses intéressantes. Je pense notamment à un appareil qui s'appelle ESI 24. Donc on est un peu au-delà de 200 euros, mais qui a l'avantage d'être plutôt précis pour cette gamme d'appareils et extrêmement simple d'utilisation. Donc si j'achète cet appareil-là et que ça profite à toute la famille, oui, ça peut effectivement être très intéressant. Ça permet de mettre en évidence les champs basse fréquence, les champs haute fréquence. Et à partir de là, bah, tant que je suis dans le vert ou début jaune, bah, je sais, j'ai une petite exposition, mais ça reste très modéré. Et puis si ça arrive dans le rouge, ben, voilà, je prends les décisions, c'est-à-dire j'éloigne l'appareil, ou je m'éloigne moi si l'appareil ne peut pas bouger, ou éventuellement je le change de pièce. Quoi, parce que, voilà, c'est pas la peine de se surexposer. Donc j'avais comme toi tu utilises tellement de techniques dans ton quotidien, quand on en parlait en off, je sais que tu souhaitais nous parler un petit peu de la géobiologie et de la PNL aussi. Est-ce que tu as des petites choses à nous dire là-dessus? Oui. Donc, concernant l'immunité, si tu veux, essaye d'imaginer un triangle posé comme une pyramide sur sa base. La pointe de la pyramide, c'est un peu comme l'iceberg qui flotte, c'est la partie visible, et ça, c'est l'extérieur. Donc, l'extérieur, bah, c'est la rue, c'est la forêt, c'est les champs, c'est mon environnement, d'accord? Et dans mon environnement, eh bien, il y a deux choses qui comptent. Il y a ce qui vient de l'environnement et qui rentre dans mon corps. Donc, il y a l'air que je respire, il y a les aliments que je mange, il y a ce que j'entends, d'accord? Et ça peut être polluant. Si je vis dans un environnement où ça crie toujours, où les gens sont toujours grossiers, où, euh, eh bien, très rapidement, je vais prendre ce rythme-là et ça va modifier mon énergie intérieure. Et si mon énergie intérieure, elle se modifie vers le bas, eh bien, en termes d'immunité, je vais descendre. Ça fait partie de mes convictions. Donc, sur un des côtés de la pyramide,
Je mets ce que j'appelle mon énergie intérieure, si tu veux. Dans cette énergie intérieure, eh bien, il y a tout ce que mon corps va capter à travers la qualité de l'air que je respire. Ça, je peux pas faire grand-chose. Par contre, je peux surveiller la qualité de l'eau que je bois et je peux être attentif à mon alimentation. Ça, c'est tout ce qui va venir à l'intérieur. Une fois que c'est à l'intérieur, eh bien, c'est là que le côté PNL prend tout son jeu. Programmation neuro-linguistique, c'est comment je gère mes pensées, d'accord? Comment est-ce que j'oriente mes pensées? Est-ce que je suis orienté plutôt destruction ou construction? Et du coup, à partir de ces pensées-là, quelles paroles est-ce que je vais générer? Donc, ça se passe toujours à l'intérieur. Et après, je passe de l'autre côté, c'est-à-dire, je suis toujours à l'intérieur, mais par contre, il y a quelque chose qui va ressortir caché de l'iceberg. Et puis, une fois que j'ai pris la décision de dire quelque chose, pour autant que je prenne le temps de réfléchir, là, ça repasse à l'extérieur sur la pointe de ma pyramide. Donc, si je suis bien en accord à l'intérieur, donc c'est le côté psychologique que tu as évoqué tout à l'heure, je suis en accord avec mes valeurs, je suis congruent avec moi-même, c'est-à-dire ce que je dis, c'est ce que je pense, et ce que je pense, c'est ce que je dis, même si parfois je choisis mes mots parce que j'ai pas envie d'être blessant, parce que je considère que c'est inutile, eh bien, je vais avoir un impact sur l'extérieur. Alors, je vais peut-être pas changer tout mon quartier. Je vais peut-être changer juste l'énergie dans mon logement. Je vais peut-être juste changer l'énergie avec mes collègues dans mon environnement professionnel où effectivement je peux apaiser les choses. Et ça, le fait d'avoir un environnement meilleur, et ben, du coup, je me nourris différemment de mon environnement. Ça vient construire encore un peu plus ma vision, d'accord? Du coup, j'adapte encore ma communication, etc. Et là, mon triangle, il est fait. Donc l'environnement, effectivement, il y a toutes ces pollutions électromagnétiques. Il y a la qualité dans mon environnement de tout ce que je vais manger, tout ce que je vais respirer, tout ce que je vais boire. Il y a la qualité de tout ce que je vais entendre. Et après, c'est à moi de le gérer de façon interne. Et le fait d'être plutôt bien formé en PNL, je pense qu'effectivement, ça a un impact. Ça a un impact dans la mesure où je vais faire attention à la façon dont je me traite et dont je traite mon environnement. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir encore une fois sur l'environnement. J'essaie de retracer des points que j'ai oublié de te poser, tout à l'heure. Maintenant, on parle un peu aussi de diagnostiqueurs, des diagnostiqueurs immobiliers, des diagnostiqueurs d'ondes par rapport à la géobiologie. Qu'est-ce que c'est, ces subtilités, ces différences? C'est le même métier? Alors, le diagnostiqueur immobilier, c'est quelqu'un qui va travailler selon des normes et des recommandations. Donc là, on est sous, comment dire, des normes. Hein, c'est reconnu par la France. Voilà, il y a des cahiers des charges, etc., etc. Je te donne un exemple très concret. La norme NFC 15-100. C'est une norme qui correspond à l'électricité, dans laquelle on va retrouver, par exemple, la mesure de la résistance de la qualité de la terre sur ton installation électrique dans ton habitation individuelle. Et bien, dans cette norme-là, il est dit que la prise de terre doit avoir une résistance inférieure à 100 ohms. Promotech a mis son nez là-dedans, et eux, ils ont fait une recommandation, et ils disent 100 ohms, c'est bien, mais 50, c'est mieux. Autrement dit, moins de résistance. Eh bien, si je m'appuie sur certaines recommandations et normes allemandes de baobiologie, de biologie de l'habitat, ben moi, c'est 10. Sauf que ce 10-là, en France, légalement, il n'a pas de valeur, parce que ça ne vient pas de France. Voilà. Mais en géobiologie, si j'ai une bonne qualité de terre, eh bien, ça veut dire, je reprends l'image de l'éponge. C'est comme essuyer sa table avec une éponge qui aspire mal, ou essuyer sa table avec une bonne éponge. Bon, on voit le résultat derrière. Sauf que là, pour la prise de terre, eh ben, c'est tout ce qui est absorbé par la terre, c'est tout ce que moi je prends pas.
Donc, ça m'intéresse d'avoir une bonne prise de terre. Donc, Donc, le diagnostiqueur, lui, il a son cahier des charges, il va le remplir, et si ça correspond aux normes et recommandations françaises, pour lui, c'est OK. Ça ne veut pas dire que pour le géobiologue, c'est OK. Parce que moi, si j'arrive dans une maison où la terre, elle a 80 ohms de résistance, bah, je vais leur dire, écoutez, je suis désolé, on est dans la norme française, le diagnostiqueur vous a dit que c'était bon, et il a raison, parce qu'il a appliqué son barème, et à peau, moi, j'ai pas le même barème de lecture, donc je vous invite à rajouter un ou deux piquets de terre, enfin revoir la qualité de la prise de terre, parce que justement, on n'est pas dans des normes bio de l'habitat. merci. Et donc, pour refaire un petit point, un lien avant de conclure et de te laisser le mot de la fin, est-ce que tu as des infos complémentaires à nous donner liées à cette immunité ou des explications autres qu'on aurait oublié de partager aujourd'hui, de comment tout cela, tout ce qu'on vient d'énumérer, peut nous impacter au quotidien et donc nous affaiblir et nous prédisposer à des maladies? Est-ce que tu as des infos à nous rajouter là-dessus? Alors, par rapport à l'actualité actuelle, ce qui me semble important en termes d'immunité, tu me diras si tu es d'accord avec moi, d'ailleurs, ça m'intéresse. J'ai un petit trio comment dire, un petit trio à mettre en avant, qui sont donc, je dirais, la vitamine D, qu'on trouve assez facilement de synthétiser, hein, la vitamine C et du zinc. Voilà. Ça fait partie de ce qui vient de l'extérieur et qui vient à l'intérieur et qui me permet effectivement d'augmenter mon immunité par rapport à tout ce qui est viral. Ça, c'est le petit plus du géobiologue, même si ça n'a rien à voir avec la géobiologie. En attendant, si j'ai envie d'aller vers les gens, de les aider, eh bien, ma première mission, c'est déjà de prendre soin de moi. Parce que le jour où j'irai mal, je ne pourrai plus le faire. Ça me semble important. Et du coup, on peut peut-être enchaîner, si tu veux bien, avec, et ça nous fera peut-être une conclusion sur quoi faire dès aujourd'hui pour me créer un meilleur environnement. Alors, pour récapituler, tu en as dit par-ci par-là durant ce partage, mais pour conclure et pour résumer, qu'est-ce que je peux appliquer tout de suite après cette vidéo pour essayer de me protéger déjà un peu avant de m'intéresser ou non à faire venir un géobiologue ou à aller plus loin dans mes investigations pour encore mieux me protéger partout. Allez, un conseil facile pour se protéger, le téléphone portable dans une voiture ou même dans un train, niet. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un espace fermé, ça fait une cage de Faraday, les ondes ont un mal fou à sortir du véhicule pour aller choper l'antenne, et du coup votre téléphone est à pleine puissance et ça vous poivre complètement le cerveau. Je fais une aparté, hein, la BHE, c'est la barrière hémato-encéphalique, c'est une espèce de grillage qu'on a sous la peau dans le crâne pour nous protéger des ondes cosmotelluriques naturelles. Elle est absolument pas prévue pour résister à des ondes électromagnétiques artificielles. C'est beaucoup trop puissant. Donc, du coup, en moins de 20 ans, on la flingue. Et 20 ans, quand il vous reste 60 ans à vivre derrière sans BHE, ça va être un calvaire. Donc, pas de téléphone en voiture. Deuxième point, je dirais, je le répète, une multiprise avec un interrupteur, c'est un investissement qui reste très modéré par rapport au confort que ça peut apporter, par rapport à tous les appareils électriques que j'ai à proximité de mon corps lorsque je me repose, lorsque je dors. Et le troisième point de vigilance qui me semble important, c'est le Wi-Fi désactivé. Voilà. Au moins la nuit, ça me semble indispensable. Et moi, pour rajouter et compléter, on a tous un petit côté feignant, hein, penser au Wi-Fi tous les jours. Alors, ça peut devenir une habitude quand on passe devant, mais moi, j'adore conseiller la prise minuteur. Je ne sais pas si tu connais, hein. Ça coûte 5 €, mais au moins, on se dit, allez hop, de minuit à 6h30 du mat, on n'en a pas besoin, comme tu l'as dit. Ça se coupe et ça se relance, comme ça, j'ai pas à me baisser pour appuyer sur l'interrupteur. Et je trouve ça encore mieux, moi. Mais
Et Parfait. Je n'y pensais pas, mais c'est parfait. donc, eh ben, il va être temps que je te laisse le mot de la fin, si tu as une petite chose à nous rajouter, hein. Tu nous as dit tellement de choses, tu n'es pas obligé, mais si tu as un dernier petit truc à nous dire, c'est maintenant. Bah écoute, on avait évoqué la possibilité de mettre en place à l'école de naturopathie une formation en géobiologie. J'espère que ça se fera en 2021. C'est vraiment un vœu que j'exprime ici et maintenant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour 2021, euh, les personnes qui viendront à moi pour un diagnostic en géobiologie, quel que soit le diagnostic, si vous me donnez le code promo, donc ENA, eh bien, j'aurai le plaisir de vous faire 10% de réduction sur ma prestation. Voilà. Ça sera vraiment parce que c'est plaisant de travailler avec toi, Kevin. Eh ben, c'est gentil, merci pour, voilà, ceux que ça pourrait intéresser et puis, bah, je te souhaite plein de bonnes choses, de bien te protéger du coup, hein et et je te dis à bientôt. Allez, à tout bientôt, porte-toi bien. Salut, Merci, Kevin. salut. Now let's go.